Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'entretien de cette semaine que nous démarrons avec du retard. Nous vous présentons d'ailleurs toutes nos excuses. S'il y a un mal qui a longtemps taraudé les dirigeants de ce pays et plombé l'économie nationale pendant des décennies, c'est bien le règne de la corruption, mais également de l'impunité. Chaque année, des milliards de nos francs CFA sont illégalement soustraits des caisses nationales à des fins personnelles et parfois en toute impunité. Des volontés ont été exprimées et affichées même de la part des gouvernants successifs pour lutter contre ce phénomène, mais c'était comme si cela constituait plutôt un carburant ou encore une motivation supplémentaire à certains cadres du pays qui ont continué à détourner allègrement les fonds publics. Et le 6 avril 2016, le Bénin a accueilli à sa tête un nouveau chef d'État en la personne de Patrice Talon, en promettant une rupture avec les mauvaises habitudes et un nouveau départ pour le pays. Celui-ci a déclaré Urbi et Orbi ce jour-là, et je le cite, « Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours ». Fin de citation. Et quelques mois plus tard, plusieurs personnalités même insoupçonnés ont été gardés à vue, d'autres privés de leur liberté après avoir été reconnus coupables de malversation financière. Néanmoins, le mal continue au point où les inspections générales des ministères au titre de l'année 2018 ont révélé une fois encore que 550 cadres de l'administration publique ont distrait les ressources du pays. Alors, comment expliquer la persistance de ce phénomène qui gangrène l'administration publique? Comment apprécier les actions du gouvernement dans ce sens? Mais aussi, comment expliquer les réactions allergiques de certaines personnalités du pays face à ces actions du gouvernement? Autant de questions qui sont au cœur de l'entretien de ce dimanche. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Epiphane Possiberi-Kenom. Bonjour. Bonjour, Monsieur Tidi. Alors, Epiphane Kenom, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes chercheur, formateur, sociologue, méthodologue, vous êtes politiste, ancien député à l'Assemblée nationale, où vous avez d'ailleurs présidé des commissions techniques spéciales. Vous êtes aussi ancien représentant du Bénin au Parlement de l'UIP, entendez Union interparlementaire. Vous êtes expert électoral, ancien superviseur général de la CPS LEPI, ancien coordonnateur aussi du COS LEPI et de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Et vous êtes aussi et surtout ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Mais vous avez aussi un nom endogène. On vous surnomme aussi Dag Beli Azamado Weno. C'est bien ça? Merci. Alors, c'est bien cela. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation de ce dimanche. On va donc passer en revue toute l'actualité nationale liée notamment à la lutte contre la corruption et l'impunité dans l'administration publique. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, 550 agents de l'État ont été reconnus, en tout cas coupables ou encore présumés coupables de détournement des fonds publics. D'où sommes-nous partis pour en arriver là, en matière d'enracinement de la corruption dans l'administration publique? Merci, Monsieur Chili. Est-ce que nous pouvons démarrer cette émission en tentant de définir d'abord ce que c'est que la corruption? La corruption, où on parle de corruption, lorsque les individus abusent d'une charge politique à l'avantage du secteur privé ou à l'avantage de soi-même. Et la Banque mondiale a admis qu'on parle de corruption lorsque un agent public accepte, sollicite ou estorque un paiement, ou bien lorsque un agent privé offre de payer une rente pour se soustraire à la loi de la collectivité au fin de bénéficier des avantages commerciaux économiques. Ceci dit, on peut retenir tout de suite que la corruption est un phénomène mondial. C'est un mal insidieux qui attaque tous les domaines de la vie. Un mal fatal? Un mal fatal. Je m'en arrête là. Donc on peut dire même que la corruption est née avec la vie. Mais la question
que tu as posée et qui vise à savoir d'où est-ce que nous sommes partis, je ramène cette question aux causes de la corruption. Pour comprendre qu'est-ce qui provoque, n'est-ce pas, la corruption. Il y a d'abord l'organisation institutionnelle mise en place par les communautés. Et ces institutions doivent être transparentes. Leur mission doit être confiée à des gens intègres, reconnus, communautairement reconnus comme des gens intègres. Donc, que ces institutions soient transparentes, que ces institutions se laissent contrôler. Et le contrôle de ces institutions se fera à deux niveaux. Lesquels? Un, par la société civile, et deux, par les médias. Donc ça veut dire que les sociétés civiles, pour les désigner dans leur diversité, elles doivent être libres, jouir d'une liberté d'expression, d'une liberté, n'est-ce pas, d'action. Et les médias doivent être indépendants pour mener des investigations efficaces. Il y a ça. Deuxième cause de la corruption, lorsque les pouvoirs sont trop centralisés, eh bien, ça provoque des stigmates de corruption. Comment concrètement? Puisque si le pouvoir est trop centralisé, Oui. le pouvoir empêche qu'il soit contrôlé. Donc la société civile, les sociétés civiles n'ont pas accès aux informations. Ça devient un système touffu. Voilà. Et les médias se rebutent contre le refus, n'est-ce pas, du pouvoir de se faire contrôler ou de faire dévoiler, n'est-ce pas, les informations. Donc tout pouvoir qui se centralise, on peut dire que c'est un pouvoir qui s'arc-boute. Il s'arc-boute et qu'il veut empêcher que les gens regardent. Donc ça, c'est, vous voyez que c'est la deuxième cause. Et la troisième, lorsque la bureaucratie est accrue et que des agents publics se trouvent investis de pouvoirs discrétionnaires, cela favorise absolument ou cela fait fleurir la corruption. Donc, puisque ils ont des pouvoirs discrétionnaires, ils peuvent décider. Et ces pouvoirs discrétionnaires permettent aussi qu'ils ne laissent pas des tiers, c'est-à-dire d'autres personnes, avoir accès à ce qu'on appelle des renseignements judiciaires. Ça veut dire quoi? Des bureaucrates, des agents publics qui ont élaboré la politique d'investissement, qui ont conduit la politique d'investissement, qui ont permis de faire voter le budget, qui vont exécuter le budget. Donc, ils savent qu'est-ce qu'il y a dans la cagnotte, quels sont les marchés qu'il y a dedans, et comme il y a de l'obscurité, comme ils ne permettent pas les informations de circuler, ils ont seuls les informations, et donc, ils s'attribuent les marchés que tout le monde, auxquels tout le monde devrait avoir accès. Donc, maintenant, j'ajoute que les institutions, lorsque les institutions de surveillance
les institutions de surveillance de l'exécutif, pour ne pas dire du gouvernement, sont faibles, alors elles font le lit à la corruption, non seulement la corruption bureaucratique, mais aussi à la corruption politique. J'en viens. Oui. Je dis que lorsque les institutions de surveillance sont faibles, et quelles sont ces institutions? C'est la question que je voulais poser. Est-ce que ce sont les institutions de contre-pouvoir? Non. De quel type d'institution? Bon, évidemment, c'est dans un habit de langage que nous parlons d'institutions de contre-pouvoir. D'accord. En fait, celle que les gens citent le plus, c'est l'Assemblée nationale ou le Parlement. Oui. Au fait, l'Assemblée nationale n'est pas une institution de contre-pouvoir. C'est une institution qui doit favoriser la promotion du gouvernement. Et quand on parle de favoriser la promotion du gouvernement, c'est qu'elle exerce, elle prend les lois, elle veille à leur bonne exécution, elle fait le contrôle nécessaire au niveau de l'État pour, n'est-ce pas, signaler les déviances par rapport à la loi. Alors, voilà. Alors, justement. Les institutions de surveillance, il y a le Parlement. Donc, j'ai dit, lorsque les institutions sont faibles, il y a le Parlement, il y a l'appareil judiciaire, il y a la société civile. Donc, lorsque ces institutions, n'est-ce pas, de surveillance sont faibles, eh bien, vous constatez que la corruption est de mise. Alors, justement, lorsqu'on suit un peu ce développement-là que vous faites, vous avez un peu fait déjà une lecture globale des causes de la corruption, tout ce qui favorise la corruption. Je voudrais qu'on puisse faire un exercice de pédagogie historique aussi. Okay. Lorsqu'on regarde un peu dans le rétroviseur de ce pays-là, le Bénin, on constate que les grands premiers dossiers de la corruption remontent aux années 60-70 avec l'affaire Kovac, qui est un grave scandale financier qui a permis d'ailleurs de financer le coup d'État du 26 octobre 1972. Après, dans les années 90, on a connu le procès historique de août 92 d'ailleurs, du procès Cissé, avec 300 milliards de nos francs CFA. Est-ce que c'est une mauvaise gestion de ces grands dossiers-là qui ont constitué les premières erreurs fatales que nous traînons jusqu'aujourd'hui? Bien. Je pense avec beaucoup de retenue que c'est le système politique qui en est responsable. Comment? Vous savez, les années des indépendances, il y avait donc un certain nombre de... D'abord, les gens ont pris le gouvernement parce qu'il y avait un certain nombre, n'est-ce pas, de regroupements politiques. De regroupements politiques où, si je prête l'abus de langage à certains, des clubs électoraux. Et tous ces clubs ou ces groupes politiques, eh bien, doivent participer à la formation de la décision politique. Il faut donc négocier avec ces groupes politiques qui exigent des contreparties. Et vous savez, l'histoire dit également, l'histoire nous enseigne également que les pouvoirs politiques de 60 à 72 ont été très instables. Et l'une des causes de l'instabilité politique, c'est la corruption. Ah bon? C'est la corruption. Parce que les groupes politiques n'acceptent les contrats gouvernementaux ou ce qu'on appelle les protocoles gouvernementaux que lorsque on leur laisse les espaces pour accéder aux ressources, pour accéder d'abord au partage des fonctions administratives, des fonctions politiques et des directions, n'est-ce pas, de société.
des directions de gestion. Alors, fort de ça, comme c'est des négociations, chacun faisait de ce qu'il a gagné, il en faisait sa chapelle. Et le gouvernement n'avait pas droit de citer, n'avait pas droit de regard plutôt là-dessus. Et comme le gouvernement, lui, il lutte pour sa stabilité, il est pour une stabilité qu'il voudrait continuelle, le gouvernement voit des choses, mais ferme les yeux là-dessus. Pour des raisons politiques? Pour des raisons politiques. Il ferme les yeux là-dessus pour ne pas perdre. Et vous avez, vous avez vu bien hier, vous avez vu il y a quelques temps, il y a quelques semaines, que Benjamin Netanyahou oui, n'a pas pu former son gouvernement. Oui. N'a pas pu former son gouvernement et qu'on est obligé, et que l'Israël est obligé de repartir aux élections législatives. Oui. C'est-à-dire les intérêts n'ont pas été concluants. Oui. Les intérêts rivaux n'ont pas été concluants. Et les gens se sont soustraits et ont dit, bon, si qu'à cela nous tienne, repartons devant le peuple. Donc c'est ça. Là, donc si on fait une bonne lecture, l'instabilité politique qu'il y avait de 1960 à 1972, c'était fait tout simplement des rivalités d'intérêts politiques qui animaient les groupes politiques qui étaient sur la place. Donc, lorsque un groupe politique n'est pas satisfait, il fait des alliances pour déstabiliser le pouvoir qui est là, et parfois ces alliances se faisaient même avec l'armée, qui participait à l'instabilité. Vous avez vu combien de fois l'armée est venue au pouvoir de 60 à 72. Vous avez vu? Même lorsque l'armée dit, bon, je suis républicaine, moi je suis venu pour rétablir l'ordre, elle finit par succomber. Elle finit par succomber. Et ça, on n'est pas là pour développer ça. Justement. Voilà. Mais vous avez tout à l'heure un peu donné les typologies de causes de la corruption. Lorsqu'on voit un peu la gestion, tout à l'heure vous avez reconnu que c'est parfois pour des raisons politiques qu'on n'arrive pas à véritablement endiguer la corruption. Lorsqu'on regarde un peu toujours dans le rétroviseur, dans les années 90, notamment à la conférence des forces vives, on a clamé qu'on allait faire rendre gorge, je cite même fidèlement ce qui a été dit à la conférence, qu'on allait faire rendre gorge aux auteurs de ces différentes malversations notées dans les années 70 jusqu'aux années 90, qu'on allait leur faire rendre gorge. Mais est-ce que ça a été fait? Bien. Je pense que la volonté politique était là. Le premier président, ou le président Mathieu Kérékou, à qui la conférence nationale avait confié encore la gestion du pays, ou la direction du pays, et à qui on a flanqué un premier ministre qui devait beaucoup plus assurer la gestion. Le président était dans un rôle honorifique. Il faut savoir, lorsque la corruption a des liens avec les hauts dirigeants, il est donc difficile de la combattre. Le président Kérékou lui-même a mis en place la commission René Ahmansou. Oui. Ce ami collègue de professeur d'université, il a mis son savoir, il a défini des concepts comme le ballon d'enrichissement. Ben, on n'est pas sorti. On n'a plus rien à voir parce que c'est le serpent qui se mange par la queue. Quand on tient, on revient à la tête. Chaque fois. Chaque fois. Eh bien, on s'est dit, le régime ou le milieu politique se sont dit, bon, on ne pourra véritablement en savoir plus de cette corruption ou bien
et épingler les corrompus de l'État, qu'après donc le départ du président Mathieu Kérékou, le président Soglo, aux élections de 1991, a pris les rênes du pouvoir et va mettre en place la commission Amoussoupapa. Et là, un nouveau espoir est né, un nouvel espoir est né, mais on n'est pas allé plus loin, parce qu'au nom de la paix, au nom de la paix et de la cohésion nationale, on connaissait, sous le régime du président Soglo, on connaissait la tête, mais pour raison de cohésion nationale et de paix, etc., on a dit, bon, il faut donc le couvrir d'un sachet noir, bien noir, ce qui fut fait. Donc vous voyez que dans l'évolution historique est un facteur d'extension et de propagation de la corruption. Puisque si nous voyons comment après on connaît la tête du serpent, mais on ne pouvait pas la couper parce que les gens disent non, 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 c'est la paix, si nous préférons notre cohésion nationale, on a laissé. Et finalement, tout le monde se dit, ben, les plus hauts d'en haut, on fait ça, on n'a pas sanctionné. Oui. Pourquoi pas moi? Et là, ça a donné donc de la corruption d'État. Nous sommes passés à la corruption bureaucratique. Les agents qui servaient l'État et qui sont au parfum des impairs ou des crimes économiques commis donc par les premiers magistrats du pays, le plus haut d'en haut, se disent, ben, écoutez, nous on sert un seigneur qui s'enrichit, eh bien, pourquoi pas nous, on ne va pas laper les doigts. Alors, vous avez vu ce qui a commencé à dire, ben, écoute, le mouton va brouter là où on l'a attaché. Oui. Eh bien, désormais, pour venir chercher un papier, j'exigerai aussi, n'est-ce pas, ma part. Qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Aussi, quelque chose traîne à ma portée, je l'emporte. C'est comme ça que la question des pots de vin, des pierres à déposer sur le papier avant d'avoir, n'est-ce pas, de bénéficier du service public, ça s'est développé. Donc, la corruption d'État, si on n'arrive pas à l'endiguer très vite, eh bien, c'est une pieuvre. Est-ce qu'on n'en était pas conscient à l'époque? On était conscient. On était conscient. Mais je veux bien te dire, je veux raconter ce fait que j'ai vécu moi-même. Et nous, on a quitté l'université, c'était le dernier jour de la conférence nationale. Et puis nous sommes arrivés, moi je suis arrivé avec des amis à Siké Kodi pour prendre un repas. Et il y a une dame qui faisait vraiment, qui avait un restaurant reconnu de tout Cotonou. Elle était dans les environs de Siké Kodi, elle faisait du porc grillé. Et nous on était là quand les aînés politiques sont sortis ils ont quitté PLM Alédio, ils sont venus, je ne cite aucun nom. Oui, bien sûr. Et ils se parlaient, ils disaient, mais ça fait longtemps que ce pays nous a échappé avec ce Kérékou-là. Mais on a fini par lui tenir maintenant. On a repris la main. Ils ont commandé un porc complet grillé et ils se sont attablés avec du vin et dit, mais comment? C'est lui là, il pensait, mais on l'a eu maintenant. On a repris la main. Alors, pour moi, ce n'était pas si simple. Pour moi, un mécanicien du social, un sociologue en herbe, j'ai fait une lecture rapide. J'ai dit, mais, donc ça veut dire, la révolution avait géré des intérêts. Et c'est pour ça que
les gens avaient tout fait pour provoquer une mutation de la révolution en forçant la main à Kérékou pour que des civils y entrent. Et c'est lorsque les civils sont entrés dans le régime révolutionnaire que ce régime s'est gangréné. Sinon, on reconnaît aux militaires leur probité. Ils sont formés comme ça. Je voudrais vous citer ce passage-là, qui a été relayé par deux éminents confrères, Wilfried Hervé Adon et François Oudo, dans leur ouvrage intitulé « Bénin, une démocratie prisonnière de la corruption ». Ils rapportaient les propos du marabout Cissé à l'occasion du procès historique dont j'ai fait allusion tout à l'heure, en août 1992. Et il parlait en ces termes, je le cite. « Et pendant qu'on y est, pourquoi ne parlez-vous pas des autres affaires du régime PRPB ? Et l'avion présidentiel qui a coûté 900 millions de nos francs CFA alors qu'on a décaissé 3 milliards. Où est passé le reste? Où sont les papiers? Moi, Cissé, je n'ai pas peur de dire la vérité, mais vous devez faire venir tous les autres à la barre. Où sont passés les 4 milliards 750 millions de nos francs CFA des rapatriés du Gabon? Et les confrères ont évolué dans leurs analyses en prouvant que sur les 300 milliards qui avaient été stockés des deux grandes banques d'État à l'époque, seulement 12 milliards ont été attribués au marabout Cissé. Les 288 autres milliards sont évalués comme perte et profit. Et on a passé ça sous silence. Lorsque l'accusé parle ainsi et dit qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans l'affaire et qu'on a passé ça sous silence, est-ce qu'il n'y avait pas alors une volonté peut-être de ne pas vraiment lutter contre la corruption ou de ne faire que le clamer de façon, on va dire, spectaculaire tout simplement? Merci. Je vous ai dit tantôt que lorsque le pouvoir est renfermé sur lui-même, lorsque le pouvoir s'arc-boute sur lui-même, qu'elle fait nécessaire, fait fleurir la corruption. Vous savez que le régime PRPB est un régime totalitariste et qui presque a combattu les libertés civiles, les libertés d'expression. Et qui également, au-delà des libertés civiles, des libertés d'expression, a combattu aussi les libertés d'association. Donc, a empêché la mise en place de toutes les institutions qui devraient la contrôler. Donc, a affaibli ces institutions, non, même, ça dit, il a limité leur émergence, il les a bloquées à la métaphase, elles sont devenues inactives. Eh bien, lorsqu'il y a silence, c'est qu'il y a corruption. Donc, sous la Révolution, il y avait silence. Personne n'avait droit à la parole. On enlevait les gens, on emprisonnait les gens pour rien et pour ça. Donc, c'était un régime de peur. Donc, les régimes de peur favorisent toujours la corruption. Sans que le chef lui-même ne sache. Alors, parlant donc de cette affaire, de ce que révélaient vos deux confrères qui ont écrit sur la corruption, et parlons notamment, n'est-ce pas, des frais d'avion présidentiels, vous devez savoir que s'il y avait silence radio ou bien qu'il y a silence plat sur ces choses, c'est parce qu'il y a beaucoup de hauts dirigeants impliqués. Première chose. Deuxième chose, les institutions de surveillance comme le Parlement, c'était l'Assemblée révolutionnaire. Autrement dit, c'était l'Assemblée du prince. C'est le prince qui ordonnait ce qui devait se faire et ce qui devait se dire. Une telle assemblée ne peut pas favoriser la transparence, la liberté d'expression. Et donc, ce faisant, les gens se connaissent. Ils se connaissent, ils se côtoient. Et qui veut dire quoi? Et quand? Et comment?
est-ce que ça fait partie de l'ordre du jour du prince? Donc, vous voyez donc que tout ça s'est passé au vu et au su de tout le monde. Mais personne n'a jamais sorti le dossier. Le dossier, certainement que de bons citoyens ont adressé ces dossiers à l'Assemblée révolutionnaire. Mais est-ce que le président de l'institution était libre? Est-ce que l'institution était indépendante? Donc vous voyez les facteurs qui favorisent la corruption. Si ces facteurs, si on ne lutte pas, on ne combat pas ces facteurs, la corruption, elle restera jusqu'à l'éternité. Lorsqu'on se réfère un peu à la déclaration du rapporteur général de la conférence des forces vives qui disait « Nous avons vaincu la fatalité », aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'avait vraiment pas vaincu la fatalité du point de vue de la lutte contre la corruption et l'impunité? Bon, je vois un peu dans quelle optique le professeur Albert Ebouedjere écrivait « Nous avons vaincu la fatalité ». Moi, je pense d'abord que nous avons vaincu le pouvoir totalitaire, qui est un pouvoir qui s'abattait sur ses citoyens, qui emprisonnait vaille que vaille, qui interdisait la parole, qui fermait les yeux aux gens avec des sparadraps voulus ou pas, pour que les gens ne puissent pas dire ce qu'ils ont vu. Alors, ouais, quand tu n'as rien vu, est-ce que tu peux parler? Donc, voilà. Et c'est comme ça que je comprenais, moi, nous avons vaincu la fatalité, ce pouvoir totalitaire. Mais en même temps, on peut, en approfondissant cette expression, on peut aller là où tu es. En disant, mais c'est vrai, c'est comme si, bon, la corruption, on a vaincu la corruption et l'impunité. Mais pour vaincre la corruption et l'impunité, eh bien, la volonté là doit être une volonté souveraine. Vous voyez, la volonté doit être une volonté souveraine. Pourquoi je parle ainsi? On dit que la souveraineté appartient au peuple. Oui. Et que le peuple exerce cette souveraineté à travers, n'est-ce pas, ses mandats à l'Assemblée nationale. Si tel est le cas, c'est que les députés à l'Assemblée nationale doivent être acquis sur une chose: faire des lois transparentes, faire des lois impersonnelles, qui ne favorisent ni le prince, ni les dirigeants, mais qui ne favorisent que le peuple. Alors, à partir de ça, si nous voulons vaincre effectivement la fatalité, les lois successives qui ont été échafaudées, élaborées, à la suite de la conférence nationale, devraient être des lois incisives. Mais moi, j'ai noté que ces lois manquaient d'incisivité. Parce que les auteurs, ils étaient encore à la direction des choses. C'est eux, le pouvoir qui est encore dans leurs mains. Et ils se disent, les loups ne se mangent pas. Et ils ont laissé donc dans les lois qu'ils avaient prises, ils avaient des lois, ils savaient comment il fallait prendre ces lois, les dispositions, mais les gens avaient élaboré des lois sans sanction. Quand il y a une loi, n'est loi que lorsqu'elle est accompagnée de sanctions. Sinon, ce n'est que tout simplement un test de plaisir, un test d'annonce. Je pense que c'est les législatures qui ont suivi, qui ont repris certaines lois, on dit, mais si la loi n'a pas fonctionné, nulle part il n'y a pas de sanction. Nulle part. Et
il n'y a pas aussi d'institutions pour sanctionner, pour prendre, n'est-ce pas, les sanctions au nom de l'État. Donc voilà pourquoi la corruption a continué de se vêtir et de bien s'asseoir dans l'administration. Il faut donc saluer, comme tu m'as dit dans la citation, qu'il y a eu la volonté d'un régime, une volonté plus accrue. Parce que les autres régimes, les régimes passés, que ce soit celui de Kérékou, que ce soit celui de Sogolo du Séfor, que ce soit celui même de Boni Yayi, n'ont pas manqué d'exprimer la volonté politique. Mais était-elle suffisante? Justement, c'est la question. Lorsque vous en arrivez là, vous me facilitez la tâche d'ailleurs, on va peut-être en quelques minutes aussi porter un regard global sur les 10 dernières années, en tout cas qui ont précédé l'arrivée du président Patrice Talon de 2006 à 2016. On sait que Boni Yayi avait organisé d'ailleurs, quelques semaines après sa prestation de serment, une marche verte contre la corruption pour dire halte à la corruption, halte à l'impunité. Mais ça n'a vraiment pas été dissuasif comme on l'aurait souhaité, non? C'est vrai. La volonté politique du président Boni Yayi était là, exprimée, effective, assortie d'une longue marche du numéro 1 béninois. Comme pour dire, la corruption était dans les rues, dans les vents, il faut aller les chasser, la chasser. Mais ce que nous avons manqué de savoir, oui. Un régime est un système, le peuple est un système. Le peuple produit ou sécrète un système. Et ce système est composé ou est entretenu par des leaders politiques, par des groupes politiques, par des communautés qui s'investissent dans la politique. Le chef qui vient au pouvoir, eh bien, il ne prend ses éléments, ses collaborateurs que dans ce fleuve, n'est-ce pas, magmatique. Donc le verre est dans le fruit. Le chef, il a beau exprimer sa volonté politique, mais l'eau qu'il boit, le carburant dont il fait, qu'il utilise pour faire tourner son moteur, tout ça est corrompu. Il va falloir faire une épuration. Oui. Est-ce que c'est ça qui a manqué? Mais bien sûr. Vous avez vu, l'histoire raconte, l'histoire récente raconte, quand on te transporte un peu dans un pays voisin comme le Ghana, que le président Jerry Ntouoni n'était pas allé de mêmeol. Il avait identifié les têtes, il avait diagnostiqué les gangrènes et il avait trouvé qu'il faut les couper. On a coupé des têtes, pas des moindres. Alors tout le monde s'est ressaisi. Je ne dis pas que la corruption ne peut jamais finir même dans un pays. Non, non. Et c'est pour quand vous me parliez de 500 agents publics épinglés. Mais vous savez, lorsque l'enclume commence par se promener, alors chacun commence par dire, mais je tiens ma tête ou je me cache. Donc les gens, ils étaient tout simplement en état de dormance pour voir, eh bien, de quel bois se chauffe, n'est-ce pas, le régime ou le président qui dit je vais lutter contre la corruption. Il mesure un peu son endurance, sa témérité. Les gens mesurent sa témérité. Ils voient, ils étaient en état de dormance.
Parce que la conception est ancrée dans la tête des gens qu'on s'enrichit avec les biens de l'État. Alors, et donc j'ai dit, mais comme aujourd'hui, on dit on frappe, on veut frapper, on frappe tous azimuts. Bon, d'abord, dormons ensemble d'abord. Donc ils sont en hivernage. Et lorsque le temps est passé, ils ont commencé par se réveiller un peu. Donc pour eux, c'est comme si le régime voulait faire du show. Et ils ont laissé passer un temps, ils se sont réveillés. Est-ce que c'est justement parce qu'on a clamé tout le temps de lutter contre la corruption, de lutter contre l'impunité, et qu'on n'est pas forcément arrivé à concrétiser cela, je parle de la mandature de Boni Yayi, que dans les cadres, enfin dans l'administration actuelle, on a aussi vu ça comme tel. C'est-à-dire que bon, il va parler, mais finalement, ça ne donnerait rien. Moi, j'ai regretté personnellement que sous le régime du président Boni Yayi, qu'il y a eu des audits dont on nous a parlé à foison. Tout le monde attendait que ces audits atterrissent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et puis rien n'y fit. C'est pas arrivé. Les cas de corruption dont l'Assemblée a été saisie et qu'elle a bien voulu traiter, les résultats ont été remis également à l'exécutif. Et moi, je pense qu'ils ont été enfermés dans un tiroir. Tout simplement. Vous voyez ce que ça peut signifier? Pas sentimentalisme ou pas raison politique? Non, je dirais pas pression politique. Pas pression politique. Que si le gouvernement lui-même demande des audits à coups de millions, on a sorti de l'argent des caisses de l'État pour commanditer des audits. Mais c'est pour sanctionner. On a sorti de l'argent, on a fait les audits, les résultats sont là et on a refusé de publier. Une autre institution qui a été également saisie des affaires de prévarication a mis en place des commissions parlementaires, a trouvé des résultats concluants, des résultats qui indexent effectivement que des individus sont dans des malversations, dans des comportements de malversation. L'Assemblée nationale n'ayant pas les pleins pouvoirs d'activer les sanctions contre les individus, a saisi qui de droit. Et elle attendait et plus rien. Comprenez que ces comportements ne peuvent que faire décupler les comportements de corruption. Non, mais écoutez, ils vont dire ça 2 jours, ils vont faire ça passe. Il me faut tout simplement que j'aille voir mon DG ou que j'aille voir mon ministre. Hein, et c'est réglé. Donc, c'est la corruption d'État qui entretient les petites corruptions. Avant d'entrer proprement dans le régime du président Patrice Talon, une première conclusion partielle, peut-on dire alors que des années 60 jusqu'en 2016, on a traîné les mêmes causes qui ont produit chaque fois les mêmes effets? Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous n'avons pas pu couper la tête du serpent et nous voyons le serpent et puis nous disons voici le serpent, et au moment de donner un coup de bâton au serpent, on a préféré donner le coup de bâton dans les feuillages. Et on a laissé le serpent partir. Parce qu'on s'est dit, mais quand le serpent va recevoir le coup, eh bien dans ces gisements-là, le serpent finit par cracher donc des noms, et le mien aussi risque peut-être de sortir quelque part. Comme le dit en fond, quand on y vient, donc ça veut dire, si on tape dans ce serpent-là, tapez le serpent, c'est là, c'est ça le serpent. Oui, je l'ai déjà vu, et puis, mais tel est maladroit, insoupçonné, il donne le bâton dans le feuillage,
Et le serpent s'en va, il dit, oh, voilà, j'ai raté. Il n'a rien raté. C'est ça. Donc, on peut bien conclure à cela. D'accord. Et ajouter que c'est parce que les régimes qui se sont succédés ont manqué d'autorité dans ce domaine. Ils ont manqué d'autorité dans ce domaine. Ils avaient la volonté devait s'accompagner de la fermeté et de l'autorité. Donc, je peux dire, tous les dimanches, j'irai à la messe. Ça, c'est une volonté exprimée. Mais il faut chercher à voir, dans la pratique, est-ce que je vais à la messe? Donc, disons-nous que le mal dont nous souffrons aujourd'hui a sa genèse dans l'évolution historique du pays, dans l'évolution judiciaire du pays, parce que, tenez-vous tranquille, si la justice, les tribunaux ne sont pas incisifs, ne sont pas crédibles, ne laissent pas d'espace à l'inéquité, la corruption va continuer. Je suppose que on amène devant les tribunaux une affaire de corruption et que finalement la corruption se dit, le tribunal se dit je suis incompétent. Ça veut dire quoi? Que le juge n'est pas libre. Le juge est tenu quelque part. Le juge sait que ça, la loi est là, et dit qu'il est incompétent. Donc, et le niveau de corruption d'un pays dépend aussi de la crédibilité et de son système judiciaire. Voilà, de son système judiciaire, de la crédibilité, de l'efficacité et de l'inéquité, n'est-ce pas, de son système, du système judiciaire. D'accord. Alors, en 2016, je le disais, Patrice Talon a cédé au pouvoir et il a dit, à l'occasion de son discours d'investiture, je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. Et après, on a vu que la brigade économique et financière a commencé à convoquer très rapidement des personnalités, des gens ont été gardés à vue, on avait commencé à traiter le régime d'un régime peut-être brutal. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'à partir de ce moment-là, on avait vraiment commencé à donner des coups de bâton à ce serpent-là? Bon. Et d'abord, il faut noter que ce n'est pas un serpent à la peau fragile. C'est un serpent qui a la peau d'un pachyderme. Première chose qu'on peut dire, pour une première fois, la volonté politique a été incisive, suivie d'actions incisives également, qui nous ont fait rêver. Je fais partie. Parce que mon souhait tout le temps que je suis passé à l'Assemblée nationale, j'ai toujours rêvé de quelque chose comme ça. Mais moi, je ne me doutais pas. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un serpent à la peau d'un pachyderme. Quelques coups de bâton ne peuvent pas tuer ce serpent. La preuve. Ça continue. Ça continue. Je pense que le premier des Béninois, le président Patrice Talon, devrait s'étonner lui-même que malgré les forts signaux qu'il a donnés, que des individus soient encore dans ces manœuvres, ou soient encore à ces manœuvres frauduleuses. Et c'est pour ça que cela nécessite qu'on réfléchisse. Puisque à première vue, lorsqu'on s'est dit, mais comment? On a interpellé des personnalités, des gens insoupçonnés, des gens qui ne pensaient pas qu'ils allaient être, et qui ne pouvaient jamais être inquiétés, ont été inquiétés. Et qu'on ait encore des gens qui se cachent et qui continuent de brouter. Cela veut dire que la sanction seule ne suffit pas pour combattre la corruption. On viendra tout à l'heure aux différentes perspectives, aux différentes actions à mener pour la suite. Mais
Alors, quelles ont été les réformes qui ont été engagées, qui ont peut-être constitué une révolution dans le secteur par le gouvernement en place? Oui, c'est pour ça que je disais, les sanctions seules ne suffisent pas. Un, il faut des lois. Et je dis des lois crédibles, des lois transparentes. Et incisives. Il faut des lois claires contre la corruption. Et on a vu que le gouvernement a initié ou a revu ces lois pour renfermir les sanctions. Vous avez vu, je donne un exemple à l'appui, qu'il y a des ministres de l'État qui ont été pris dans des malversations, que nous avons attendu qu'ils soient sanctionnés, qu'ils soient d'abord portés devant la Haute Cour de justice, et que tout le peuple attendait qu'ils soient sanctionnés, et la Haute Cour de justice a déclaré incompétente. Elle dit, mais je n'ai pas pu, vu les qualifications, pour pouvoir déclarer formellement que ces gens-là sont prévenus. Donc, le gouvernement a revu ces lois. Il faut aussi des lois contre le blanchiment, c'est-à-dire contre, n'est-ce pas, les capitaux illicitement acquis et les blanchiments d'argent. Voilà également lorsque l'argent, le volume d'argent qui circule dans votre pays dépasse, n'est-ce pas, le niveau de votre richesse. Vous voyez donc que cet argent peut servir à corrompre l'administration, à obtenir et les marchés, c'est-à-dire à bloquer les marchés à un seul profit, à l'avantage d'une seule personne ou d'une société. Mais moins que ça, ou pire que ça, ça peut être utilisé pour déstabiliser les régimes. Donc, on doit pouvoir prendre les lois contre les capitaux illicites ou illicitement acquis, les blanchiments d'argent et les crimes économiques. Ces lois-là doivent être fermes, rigoureuses, sans complaisance. Le gouvernement est allé, le régime du président Talon, après ces lois-là également, a revu ces lois, puisqu'on savait déjà que sous le régime du président Boni Yayi, on a rendu les crimes économiques imprescriptibles, c'est-à-dire un gain fort. Sinon, dans les lois traditionnelles, et lorsque vous êtes déclaré forfait par rapport à des malversations, à des crimes économiques, on dit que c'est prescriptible au bout de 20 ans. 20 ans sont passés, on ne peut plus vous demander aucun compte. L'argent de l'État est parti. Mais déjà, le président Boni Yayi a demandé à l'Assemblée nationale de rendre imprescriptibles les crimes économiques. Ces lois ont été renforcées donc par le nouveau régime. Donc, j'ai tantôt parlé des lois contre la corruption, accompagnées des institutions de surveillance, comme l'ANC, je crois bien, l'ANLC, et comme d'autres organismes qui sont mis en place. Ensuite, j'ai parlé donc des lois contre, n'est-ce pas, les finances, les capitaux, les blanchiments d'argent, les crimes économiques. Ces lois également ont été prises. Il y a d'autres lois, par exemple pour le renforcement, l'amélioration, n'est-ce pas, pour accélérer la bonne gestion de l'administration. Il y a un certain nombre d'opérations qui étaient anthropiques, c'est-à-dire c'est des opérations qui se faisaient avec la main ou des opérations physiques, de corps à corps, et que finalement on a numérisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans vous présenter à un agent, vous pouvez avoir votre livret
de pension, vous pouvez faire un certain nombre, payer les impôts, etc. Donc, il y a cette informatisation de l'administration, un certain nombre de facilités qui ont été mises en place. Ces lois ont pu également être mises en place. J'en passe. Un certain nombre de lois qui ont été mises en place. Mais il n'y a pas que les lois. Il n'y a pas que les lois pour que, effectivement, on a vu les sanctions, on a tapé dans les gens, j'ai dit on a pris des lois, il faut les appliquer. C'est là qu'on voit effectivement la volonté politique. Les lois sont là, est-ce que vous les appliquez? On peut dire, cette fois-ci, les lois, on les applique. Il y a la crédibilité de la police. Il faut que la police ne soit pas corrompue. Il ne faut pas qu'on demande à la police d'aller chercher des gens et qu'elle ramène, n'est-ce pas, ou d'aller chercher des oies, des tisserands, et que la police ramène des criquets. Je ne sais pas, si vous comprenez. Donc la police doit être crédible. Et je crois que c'est en cherchant cette crédibilité et en voulant également accroître la sécurité des populations qu'on a mis en place la police républicaine. Mais il faut que les tribunaux puissent être à même de sanctionner et de rendre des décisions équitables. Il ne faut pas que des gens, pour les mêmes crimes, il ne faut pas que des gens écopent d'une sanction de 5 ans et que d'autres écopent d'une sanction de 2 ans, 3 ans. Pour les mêmes crimes. Pour les mêmes crimes. Le peuple voit. Oui. Si même on estime que 70% du peuple est analphabète ou vit dans les villages et sont préoccupés par, n'est-ce pas, leurs travaux de subsistance. Mais le peuple des grandes villes voit. Et c'est le peuple des grandes villes qui sont très enclins à la corruption bureaucratique. Alors donc, c'est pour ça, ce sont ces éléments qu'il faut bien établir pour dire que nous voulons lutter. Donc, si nous sommes revenus encore, si nous, aujourd'hui, on s'étonne, plus d'un s'étonne que le gouvernement ait fait son auto-contrôle et qu'il décèle que dans ses rangs, dans les rangs de ceux-là qu'il a nommés, je suis sûr qu'il n'a pas tout nommé, parce qu'il est venu voir des gens en place aussi. C'est pourquoi je disais tantôt, il y a des gens qui sont tapis, cachés, et qui n'attendaient que la fin de l'hivernage. On doit avoir ça. En te parlant, j'ai parlé de ça, mais je vais ajouter que les 2 facteurs clés qui font que la corruption est attaquée dans son essence intrinsèque, dans son esprit, c'est que le gouvernement doit favoriser la liberté des sociétés civiles et l'indépendance des médias. Il joue un grand rôle dans les dénonciations des actes de prévarication et de corruption. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fonctionnement du système judiciaire qui constitue l'une des grandes preuves de la bonne gouvernance. On a renforcé un peu le système judiciaire avec la naissance de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez fait allusion à la loi qui a été votée, mais cette Cour-là a commencé à juger des dossiers, à connaître des dossiers d'infractions économiques et du terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le fonctionnement de cette Cour, et aussi la mise en place des tribunaux de commerce, même la dynamisation des tribunaux ordinaires, est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement de l'administration ou du pays en général en matière d'assainissement des finances publiques? Absolument.
puisque dans mon développement, je vous ai dit tantôt que le niveau de corruption dépend de l'efficacité du système judiciaire. S'il y a dans l'appareil judiciaire des goulots d'étranglement, des chambres qui manquent, à partir de ce moment, c'est que le système est lent. Alors, la mise en place de la CRIET, de la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme, c'est bien ça. Donc, c'est pour dire que ça vient combler un vide. Des dossiers qui ne connaissaient pas un rapide dénouement, parce que le juge est surchargé. Aujourd'hui, on a chargé un juge spécial pour ces cas. Donc, il y a un coût de célérité qui est donné à l'examen de ces dossiers. C'est un facteur favorable. Que tout ce qui manque dans l'arsenal juridique, dans l'organisation judiciaire soit mis en place, les tribunaux commerciaux, c'était très important. Vous savez, le commerce, lorsqu'il y a un litige, il faut les régler dans les 48 heures ou plus tard dans les 7 jours ou 15 jours maximum. Si un dossier, n'est-ce pas, de litige commercial, eh bien, va traîner devant des tribunaux 1 an, 2 ans, 5 ans, mais ça veut dire que l'activité est morte. Donc, tous ces dispositifs qui ont été mis en place ne vont que dans le sens de l'efficacité du combat contre, n'est-ce pas, la corruption. D'accord. On sait que pendant des années, on a connu le régionalisme, l'ethnocentrisme, qui ont aussi été des phénomènes dans le processus d'attribution des postes de responsabilité à des cadres du pays, même au recrutement à des concours de l'État, il y a le régionalisme qui prévalait. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu réussir à faire quelque chose dans ce sens? Je crois. Et vous savez, sous les régimes passés, c'est les partis vont à des accords avec celui qui a remporté l'élection présidentielle. Parce que justement ce dernier est à la quête, n'est-ce pas, de la formation d'une majorité à l'Assemblée nationale, et pour faire passer ses décisions, ses choix politiques, je dirais. Donc, les partis imposaient leur volonté. Les partis imposaient leur volonté. Moi, je veux prendre tel ministère. Si vous me donnez tel ministère, telle direction de société, telle ambassade, et que sais-je encore, eh bien, ce que nous appelons les accords de gouvernement. Eh bien là, je suis d'accord à me mettre dans votre majorité. Donc, c'est des biens qui sont immatériels comme matériels, qui sont donc attribués à un groupe d'individus ayant une idéologie. Et l'idéologie, elle peut être une idéologie collectiviste, et comme ça peut être une idéologie individualiste. Eh bien, à partir de ce moment, vous voyez donc que tout ce qui est affecté à ce groupe-là est vu donc comme leur bien. Alors, c'est eux qui vont nommer leur directeur, le ministre, etc., avec des charges claires. Et la première des charges,
c'est comme si la récolte devait venir d'abord à la maison. Alors la récolte ne doit pas aller vers les caisses de l'État, mais doit venir dans la maison politique. Donc c'est ça qui faisait que, bon, le ministre nomme, dans ça là également, le ministre dit, ben, et moi-même. Il va nommer ses cousins, ses copains, etc. pour extorquer aussi une partie du bien, des biens qui vont au groupe politique. Alors, donc aujourd'hui, le président Talon, il est arrivé au pouvoir. Je ne l'ai pas vu discuter trop avec les partis politiques. Il a formé un gouvernement, certainement avec des gens qu'il connaît, avec qui il a des pratiques qu'il maîtrise. Il maîtrise ces gens-là, il connaît leur intégrité, leur moralité, leur dévouement, etc. Il a formé un gouvernement. On n'a pas, j'ai eu à entendre que c'est vrai que celui qui a été le deuxième à l'issue des élections a obtenu quelques postes. Donc c'est les seules négociations qu'il ait pu faire. Des amis qui l'ont soutenu pendant la campagne, il a choisi parmi les plus méritants ou alors les plus proches de lui et qui peuvent vraiment l'aider dans les premières années à faire du bon boulot. Donc quand on voit l'un dans l'autre, ça a été un régime un peu plus libre. Il a subi moins de contraintes de la part des partis politiques que les régimes précédents. Ça a un peu à son avantage. Ça a un peu à son avantage. D'accord. On sait aussi que la question des évacuations sanitaires a été réglementée. Les voyages officiels aussi. Il y a même une cellule actuellement en charge de l'organisation des voyages officiels. Est-ce que si lorsqu'on voit ces différentes réformes, sans oublier aussi la réglementation de la gestion du parc à véhicules de l'État et autres équipements motorisés de l'État, c'était même récemment que le gouvernement a encore pris cette décision. Lorsqu'on voit un peu tout ça, est-ce qu'on peut se rassurer de ce qu'effectivement l'assainissement des finances publiques suit son cours? J'ai aussi dit que lorsque des agents publics sont investis de pouvoirs publics avec des pouvoirs discrétionnaires, que cela pond la corruption. Ça pond la corruption. Comme la poule pond des œufs. Donc, ce que vous avez dit, les évacuations sanitaires, les décisions sont prises par certains agents politiques qui ont un pouvoir discrétionnaire et qui, au fil des ans, ont transformé ces pouvoirs qu'ils détenaient, n'est-ce pas, du pouvoir, ces prérogatives qu'ils détenaient du pouvoir, qu'ils les ont transformées en vaches à lait. Donc, les évacuations n'étaient plus contrôlées. Des gens, même en bonne santé, sont évacués. Vous voyez maintenant. Des enfants qu'on veut faire voyager pour des études en Europe sont considérés comme des agents malades, évacués sur le dos de l'État. Venons au véhicule administratif. Oui. C'est le grand désordre là. Et je me rappelle que, en tant que président de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale, chargé du plan et des équipements plutôt, j'ai mis la main sur un certain nombre de choses. Je ne suis pas venu ici pour ça. D'abord, la location de véhicules.
le responsable administratif véhiculé par l'État met son propre véhicule en location. Ce véhicule ne bouge jamais de son domicile. Il est au service de ses enfants, mais c'est en location. Le véhicule de son beau-frère aussi est en location. Donc l'État était une grande vache à lait. Mais pire que ça, en voyant ça, le chauffeur administratif dit, ben, écoute, qu'est-ce qui me revient à moi? Lui, il s'entend avec des mécaniciens pour faire enlever des pièces, sinon tout le moteur complet même du véhicule. Et il en met un gâté. Un moteur qui est hors totalement d'usage, il met ça en place. Le véhicule roule seulement, c'est tombe en panne. La carrosserie est toute neuve, mais le moteur ne fonctionne plus. Et ce moteur est déposé dans une vieille carcasse et qui roule. Alors, donc, c'était à tous les niveaux. En allant dire les évacuations, il faut mettre fin à ça. Mais le président de la République n'a rien inventé. Hein. On sait là où se trouve, n'est-ce pas, le mal du Bénin. Il a touché encore à un des mots. Alors, dans cet environnement, il y a des réactions de suspicion, il y a toujours des allergies qu'on exprime. On n'est pas toujours d'accord avec la méthode, avec même peut-être le principe. Comment voyez-vous tout ça? Non, je pense que on ne devait pas des responsables politiques ou même des responsables administratifs intègres ne peuvent pas rechigner contre le gouvernement. C'est vrai que on est en train de couper avec les vieilles habitudes. On est en train de couper avec les vieilles habitudes. Si vous pouvez comprendre qu'un directeur général d'une société qui doit nous vendre de l'eau a pu abuser de nous pauvres citoyens, ou des pauvres citoyens, si Chidi ne veut pas me compter parmi les pauvres, pour construire des gratte-ciel à plusieurs endroits des villes du Bénin. Vous comprenez, non? Donc c'est là, lui, il est directeur. Et il dit, bon, mais moi aussi, je peux. Si tu dis à une facture de 25 000 à payer, on t'en amène 75 000, tu cries, et puis bon, viens te couper l'eau, tu es obligé de courir pour aller payer. L'ordinateur est truqué pour libérer après 50 000 gracieux et ne retenir que les 25 000 véritables pour l'État. Vous comprenez? Alors, donc, c'est ceux qui bénéficiaient de ces choses-là qui sont en train de crier. Si on n'était pas giflé, est-ce que tu vas commencer par crier et pleurer? Et est-ce que tu m'as vu moi pleurer ou bien gémir? C'est ceux qui sont touchés. Lorsque leurs intérêts sont touchés, ils sont en train de crier. Et bon, ils font semblant de contaminer d'autres. Parce que dans notre société, il y en a qui pensent que c'est une chance. Que si tu as pu avoir à portée de main une caisse dans laquelle tu as pu puiser, bon, demain on te voit rouler, caisse, grosse caisse, etc. Tu sors et puis tu dis, ben, comment? Ce type-là, dernièrement, on était ensemble, hein, mais comment ça? Oui, bien, ils ont un serpent dans sa collectivité-là. C'est vrai, comment il a grimpé là, c'est surprenant. C'est le moment de rendre compte. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de choses, et je pense beaucoup, qui sont positifs dans la gouvernance actuelle. Parce que le Béninois, que je suis et que tu es, que nous sommes, nous laissons vraiment, nous aimons une gouvernance laissée faire pour en abuser. Au début, on a estimé que le gouvernement faisait une lutte ciblée, mais après, on a vu qu'il y a même certains noms. Hein. Je ne vais pas forcément donner le cas. Non, ne citons pas. Voilà, ben,
lorsqu'on voit aujourd'hui ça, est-ce que le gouvernement réussit à démentir vraiment, effectivement, que c'est une lutte impartiale? Et le gouvernement fait montre de sa volonté, de sa bonne foi à rendre cette lutte-là générale. Mais je pense qu'il reste. Il reste parce que le gouvernement a commencé quelque chose qui n'est pas petit. Mais comme on le dit, la fin justifie les moyens. Attendons que le gouvernement soit à la fin de ce mandat pour faire une bonne évaluation. Parce que, je dis, à mon niveau, le gouvernement fait des efforts louables. Il est dans la voie de continuer. D'aucuns disent, il y a encore des gens. Non. On a pris deux poulets et 3 tondus, etc. Donc, moi, je pense que le gouvernement a été suffisamment courageux. Que ce courage puisse continuer. Mais ce que nous voulons, et ce que je pense, parce que quand je lis le document de la Banque mondiale, et je pense qu'il y a des efforts que le gouvernement doit encore faire. Quels sont alors les chantiers qui attendent encore le gouvernement pour toujours assainir les finances publiques ou lutter contre la corruption et l'impunité? Que lui reste-t-il à faire concrètement? Bon, je veux dire que le gouvernement doit, en partant des audits actuels, afficher une volonté et qu'on attend qu'il aille au bout. Que ceux qui ont été pris dans ces infractions subissent les rigueurs de la loi, effectivement. Et qu'ils remboursent les deniers publics. Que des sanctions administratives et des sanctions judiciaires soient prises. Je n'enseigne rien au gouvernement. Je ne leur ai pas dit avant que, le peuple ne leur a pas dit avant qu'ils aient fait les audits et rendre publics les noms. Donc, nous, on ne fait que faire des constats et dire ce qui doit être. Donc, et que ces contrôles soient réguliers. Le gouvernement doit rendre ces contrôles réguliers et frapper régulièrement. Il y a peut-être également d'autres dossiers que les populations ont envie ou expriment le besoin de comprendre. Veulent que ces dossiers soient ouverts au grand jour. Que le gouvernement, eh bien, qui je suis sûr travaille à cela, eh bien, donne satisfaction au peuple. Mais de toute façon, si ce n'est que pour la lutte contre la corruption, ma foi, je pense que les Béninois sont satisfaits. Mais ils disent que les marchés publics ne sont pas transparents. Et je crois que je lisais une pancarte de Transparency International ou bien d'une ONG qui affichait à travers Cotonou, qui demande, qui exige que les marchés publics soient transparents, que les informations sur les marchés publics soient disponibles, qu'il n'y ait pas de renseignements d'initiés, qui ne s'est dit, quand on parle de renseignements d'initiés, qui ne sont connus que par ceux qui ont élaboré, participé à la définition des marchés. Je crois que le mal aussi des Béninois, c'est qu'ils ne lisons pas beaucoup. Sinon, je vois à travers certains journaux
que le gouvernement, à travers la Direction nationale des marchés publics, eh bien, lance les appels d'offres. Bon, c'est pour ça que je dis, moi, que le gouvernement ne doit pas penser qu'il a suffisamment fait des efforts, ou bien que ces efforts sont déjà au-dessus de ce que les autres ont fait, mais le gouvernement doit continuer, et davantage d'ailleurs. Avec ces 550 agents dont les noms sont disponibles, hein, qui ont été épinglés dans des affaires de malversation au titre de l'année 2018, vous attendez sérieusement que la justice fasse véritablement son travail, une fois encore? Bien sûr, je pense que d'abord, les sanctions administratives doivent tomber. Les sanctions administratives devraient précéder les sanctions judiciaires. Oui. Ça a été dit d'ailleurs par le gouvernement. Et si, disciplinaire, judiciaire. voilà, et si les sanctions judiciaires venaient à blanchir certaines personnes, qu'en ce moment, on les rétablit. Parce que tu ne peux pas, même si on dit il y a présomption d'innocence en matière de malversation, mais la faute est là, le trou est là, tu regardes, le trou est là, et puis tu dis qu'il y a présomption. Quelle présomption? À moins qu'on dit regarde avec les yeux d'un grand. Et je dis oui, mais il n'y a pas de trou. Mais, donc ici, le trou est béant, le trou est là visible. On a déjà dit qu'il y a trou. Donc, soit on te met en réserve d'exercice des dites fonctions jusqu'à nouvel ordre. Non? Donc, je suis sûr que si c'est fait comme ça, d'autres qui sont là, ils vont commencer par se dire, mais moi, je ne veux pas histoire. Hein. Je préfère rester sur ma motobécane que de chercher à acheter un lait suisse comme mon voisin. Alors, pour sortir de cet entretien, que diriez-vous en termes d'autres perspectives qu'on n'a pas encore abordées? Est-ce que aussi on peut véritablement arriver à avoir une administration? C'est vrai, vous avez touché la question filigrane, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir une administration zéro corrompue? Eh bien, zéro corruption, c'est un idéal. C'est un idéal que même les grandes nations et vieilles démocraties n'ont pas encore atteint. Même si ces démocraties, ces nations se targuent d'avoir vraiment un niveau de corruption très très faible, ou d'être les plus crédibles en matière de lutte contre la corruption, je crois qu'il y a vraiment très peu de pays où on ait atteint le niveau zéro corruption. C'est un idéal. Mais chez nous, petit pays à économie limitée, où le développement traîne, où les capitaux pour des investissements publics sont rares, où nous sommes obligés d'aller emprunter de l'argent à l'étranger, je pense que nous devons être très regardants, très rigoureux avec nous-mêmes. Donc, veut dire que si quelqu'un vole un œuf, on doit le frapper. Il ne faut pas attendre que ce soit un bœuf. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Mais, plutôt, je voudrais dire, on doit également attaquer le mal à la racine. C'est à l'école. La tricherie est la mère de la corruption. L'enfant qui apprend à tricher est un corrompu potentiel et un corrupteur potentiel. Parce que c'est quelqu'un qui a abusé de l'attention de ses enseignants, de ses éducateurs, pour obtenir quelque chose auquel il n'a pas droit.
Vous voyez que ça rejoint la définition. Abuser de sa charge politique pour s'attribuer des avantages auxquels on n'a pas droit. Donc, la tricherie est la mère de la corruption. L'enfant, depuis l'école déjà, l'enfant qui triche doit être sévèrement puni. Et lorsqu'il récidive un certain nombre de fois, il doit être renvoyé de l'école. C'est de là. Et qu'il sait que, ah bon, on est en train de former un citoyen de type nouveau qui reconnaît que la tricherie est un mal, est un vice qu'il faut combattre dès l'enfance. Et cela va se faire aussi dans le milieu social, où nous, parents, nous devons savoir qu'un enfant qui a pris un bien ou quelque chose sans en avoir obtenu l'autorisation, la permission, il devrait être sanctionné aussi. Il y a ce travail, ça veut dire, je suis en train de dire, l'éducation a sa part de rôle à jouer. Le gouvernement, même, vous comprenez, regardez, vous, M. Chidi, allez au carrefour là tout de suite. L'usager de la route qui passe le feu rouge est un tricheur. Vous voyez dire, ça veut dire, il n'a pas un passe droit, on l'arrête, mais il est passé. Donc ça veut dire que c'est un comportement de corruption. Et si l'agent de police l'arrête tout de suite, il est prêt à dresser 1000 francs, 2000 francs pour continuer le chemin. Heureusement qu'aujourd'hui, un des moyens que l'État a trouvé aussi, c'est d'éviter les répressions directes par la police. Parce que, au fait, nous tous, nous avons vu, nous connaissons que lorsque vous êtes pris dans une infraction, il vous faut donc tout simplement sortir quelque chose et vous partez. Donc, voilà des choses là. Maintenant, au niveau de l'État également, je dis, il faut que l'État puisse travailler à rendre l'indépendance à un certain nombre d'institutions. C'est pourquoi je salue le gouvernement. Dans la première version de la révision de la Constitution, le chef de l'État avait dit, désormais, il faut un mandat pour chaque président. Parce que notre peuple est tel que, lorsque le président cherche le deuxième mandat, qu'il est obligé d'avoir les yeux doux, d'avoir les yeux du favoritisme. Et les autres, ils disent, mais s'il ne fait pas ça, nous on l'attend au tournant. Donc c'est pourquoi les réflexions, même au-delà du Bénin, étaient qu'en Afrique, il fallait un mandat unique pour libérer, n'est-ce pas, le chef de l'État, autrement dit le gouvernement des contraintes sociales et politiques. Donc c'était une bonne chose. La deuxième chose qu'on avait vue, il y avait certains présidents, certaines institutions, et c'est le chef de l'État qui désignait les présidents de ces institutions. La Constitution, introduite donc par le président Talon, avait dit, plus ça, il faut que ce soit les institutions elles-mêmes qui choisissent, qui élisent leur propre président. C'était pour que ces présidents soient indépendants. Soient indépendants, soient décrochés de l'emprise de l'exécutif qui les nommait. Donc nous ne sommes pas allés à ces changements, nous ne sommes pas allés à ces modifications, ce qui fait encore que c'est le chef de l'État qui nomme le président de la Cour suprême, qui nomme les présidents des institutions, et on se plaint de quoi? Oui, on se plaint de quoi? Si aujourd'hui, il y en a qui ont dit, bon, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais l'autre avait proposé en temps qu'on aille à ces améliorations pour que ces institutions soient décrochées par rapport à sa personne, mais les gens ont dit, non, ça n'a qu'à rester comme c'est. Donc, ça veut dire, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Il y a dans toute chose, il y a les conservateurs. Il y a les novateurs. Oui. Et il y a les attentistes. Les conservateurs, on ne doit pas les regarder. Et si on ne voit que les conservateurs, le monde n'avancera pas. Nous sommes d'accord? Oui. Mais il ne faut pas oublier les conservateurs. Il faut bien qu'on s'attache à nos queues
pour que, n'est-ce pas, dans notre marche forcée, ils soient obligés de nous suivre. Merci à vous, Epiphane Possiberikenum, d'avoir partagé avec nous ce plateau. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes chercheur, formateur, sociologue, méthodologue aussi, politiste, ancien député à l'Assemblée nationale. Vous avez présidé des commissions techniques et spéciales. Vous avez représenté le Bénin à l'Union interparlementaire. Vous avez d'ailleurs été superviseur général de la CPS-LEPI, du COS-LEPI, de la Sénat, coordonnateur de la Sénat. Vous êtes expert électoral donc, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on a donc passé au pays fin toute l'actualité nationale liée notamment aux efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité et l'assainissement des finances publiques. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci, M. Chidi. Je pense que j'ai pu donner satisfaction à nos auditeurs voilà. et à vous-même et pour votre curiosité. Je vous remercie pour cette présentation exhaustive. Je dis que nous sommes à la disposition des médias et pour apporter chaque fois l'éclairage qu'il faut pour la compréhension de certains sujets d'intérêt national. Merci à vous d'être venu répondre en direct à nos questions pour le bonheur de tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différents canaux de diffusion sur E-Télé, que ce soit sur Canal+, que ce soit sur les décodeurs sans abonnement ou encore sur notre fréquence locale à Parakou et encore aux milliers d'auditeurs de OCFM et de Urban FM qui nous ont suivis en direct. Merci à tous de nous avoir suivis et bon dimanche chez vous.